Avez-vous déjà entendu le silence d'une frontière qui attend la guerre? Ce silence, aujourd'hui, règne entre le Burkina Faso et le Bénin. Une ligne sur la carte, autrefois invisible, qui n'était qu'un passage ordinaire pour les éleveurs, les familles, les commerçants. Les marchés bruissaient d'échanges, les troupeaux traversèrent la savane, les histoires se murmuraient d'un village à l'autre. Mais depuis février 2026, cette frontière paisible s'est figée sous le regard froid des jumelles et la ronde impassible des drones. Qu'est-ce qui a transformé cet espace de confiance en zone de méfiance? La réponse tient peut-être dans une simple image satellite. Près de Kandé, côté béninois, une tache étrange apparaît dans la végétation. Un camp fortifié, clôturé, hérissé d'antennes, de miradors, de zones d'entraînement. Ni ferme ni école, c'est une installation militaire qui n'a rien d'ordinaire. Officiellement, les autorités de Cotonou assurent qu'il s'agit de postes de sécurité intérieure pour contrôler le territoire. Mais le capitaine Traoré, lui, voit autre chose. La pièce maîtresse d'une guerre par procuration qui s'installe dans la discrétion. Ce n'est plus une occupation étrangère à visage découvert. C'est un jeu d'ombre, où les anciennes puissances coloniales, sous couvert de retrait, déplacent leurs pions. À mesure que les bases françaises fermaient au Mali, au Niger et même au Burkina, un nouveau réseau se tissait plus au sud, dans ces zones grises, où, curieusement, l'armée locale se fait rare, mais où pullulent conseillers et agents venus d'ailleurs. Loin des regards, ces nouveaux camps deviennent des laboratoires de chaos, où se forment ceux qui traversent ensuite nos frontières pour semer la terreur. À quoi joue le Bénin? Leur pari. Servir de base arrière aux intérêts étrangers, en espérant que l'incendie restera de l'autre côté de la clôture. Mais c'est une erreur tragique. En acceptant ces accords secrets, leurs dirigeants transforment tout le sud du Sahel en cible et livrent nos populations à la stratégie du siège. On coupe les routes commerciales, on bloque les ports, on laisse la famine faire ce que les armes n'osent pas toujours entreprendre. Aujourd'hui, le port de Cotonou, jadis cœur battant du commerce régional, s'est tu. Plus de bourdonnement des machines, plus de clameur des dockers. Un port mort, conséquence d'un jeu géopolitique qui échappe à tous, sauf à ceux qui l'ont planifié. Si nous restons aveugles, cette frontière ne sera plus un lieu d'échange, mais un piège mortel pour toute la région. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre ce basculement inédit, revenons sur les faits qui ont transformé la savane en ligne de front. Comment une frontière jadis invisible est-elle devenue la scène principale d'un nouveau conflit? Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui entre le Burkina Faso et le Bénin, il faut remonter à une époque pas si lointaine où cette ligne sur la carte n'était qu'une formalité, traversée quotidiennement par des familles, des commerçants, des éleveurs. Pendant des décennies, la frontière entre ces deux pays était un simple trait, quasiment effacé par la vie qui circulait librement. Marché commun, mariage mixte, réseau de solidarité, là où certains voyaient une limite, les populations voyaient un pont. Mais ce fragile équilibre a volé en éclats. Pourquoi? Parce que ce n'est plus seulement une frontière nationale, c'est désormais le point de friction de deux mondes. D'un côté, le bloc du Sahel, de l'autre, un voisin soudainement transfiguré par l'arrivée massive de forces extérieures. Ce qui s'opérait autrefois à Paris ou à Londres ne prend plus la forme d'une occupation ouverte. Aujourd'hui, l'intervention se fait par la main de l'allié, le voisin, celui qu'on croyait connaître. À Cotonou, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, on a ouvert la porte à la construction de centres d'entraînement, à la présence de conseillers militaires étrangers, à la création de bases secrètes où l'on ne parle pas seulement béninois, mais aussi français, américain et même russe. Les révélations de réseaux de renseignement, venus d'AES ou d'autres sources, lèvent le voile sur une militarisation accélérée du Sud. On découvre que des équipements lourds affluent, que des zones auparavant civiles sont désormais interdites, que des entraînements s'effectuent loin des regards, alors que la version officielle de Cotonou évoque simplement des coopérations sécuritaires banalisées. Pourtant, dans les couloirs de l'Alliance du Sahel, personne n'est dupe. On murmure que l'ennemi ne se trouve plus à l'extérieur, mais qu'il s'installe chez le voisin, rendu complice ou otage
d'une stratégie étrangère. Ce déplacement du conflit n'est pas une coïncidence. Le retrait spectaculaire des forces françaises du Nord n'a pas marqué la fin de l'influence étrangère, mais son redéploiement vers le Sud, sous des formes plus discrètes, plus toxiques. Le Bénin, jadis phare intellectuel de la région, est peu à peu transformé en arrière-cour logistique et militaire d'intérêt qui ne sont pas les siens. Sa capitale économique, Cotonou, qui résonnait autrefois du vacarme du commerce régional, s'est métamorphosée en port silencieux, victime d'une stratégie de siège économique où les containers pourrissent, où l'argent ne circule plus et où la main-d'œuvre regarde passer les camions, désormais en route vers le Togo. Ignorer ce nouveau contexte, c'est risquer de répéter l'histoire coloniale sous d'autres habits et de sacrifier, à nouveau, la souveraineté, la sécurité et la dignité de tout un peuple. Il ne s'agit plus de simples manœuvres militaires, mais d'une reconfiguration profonde des rapports de force, des flux économiques, et surtout, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais derrière la simple présence militaire, se cache un jeu d'influence et de manipulation plus vaste. Et si la vraie guerre se jouait non pas au nord, mais dans l'ombre, au sud? Oubliez l'image classique de l'ennemi venant du désert. Aujourd'hui, la ligne de front serpente entre les postes douaniers, les marchés vidés et surtout autour de camps militaires dont la plupart des citoyens ignorent jusqu'à l'existence. À Kandé et Porga, ces noms qui sonnaient naguère comme de simples localités près de la frontière, se dressent désormais des camps d'entraînement qui ne ressemblent en rien à des postes de douane classiques ou même à de simples bases pour rangers forestiers. Là-bas, selon des images satellites et des témoignages recoupés, on entraîne des groupes armés, on équipe, on coordonne des opérations qui débordent largement la rhétorique officielle de lutte contre l'insécurité. Les autorités béninoises affirment agir pour la sécurité interne, prétendant que la militarisation est la seule réponse possible face à la menace terroriste qui plane sur la sous-région. Mais un détail ne trompe pas. Les tactiques, les armements, la sophistication du matériel de communication, tout cela porte la signature de puissances extérieures. Les stagiaires de ces camps ne se contentent pas d'apprendre à patrouiller une frontière. Ils reçoivent du matériel de surveillance aérienne, des méthodes d'infiltration dignes des unités spéciales occidentales et surtout, des ordres qui semblent venir de bien plus loin que Cotonou. En réalité, la stratégie est limpide. Faire du Bénin un véritable cheval de Troie, une arrière-base pour saboteurs et groupes armés à la solde d'intérêts étrangers. Sous couvert de coopération sécuritaire, on orchestre depuis ces bases l'ouverture d'un second front contre les États du Sahel. Le but ? Déstabiliser les flancs sud, obliger ces États à détourner leurs maigres ressources de la lutte au nord pour défendre une frontière désormais poreuse, rongée par la suspicion et la peur. Mais les conséquences pour la population béninoise sont dramatiques. La frontière, jadis vivante et commerçante, s'est transformée en zone de tension permanente. Les villages voisins vivent sous l'œil des patrouilles, coupés de leurs partenaires commerciaux historiques, et la peur s'installe. Le blocus imposé au Sahel devait, selon ses promoteurs, asphyxier les économies du Nord. Mais c'est tout le contraire qui se produit. Les ports béninois, autrefois florissants, sont désertés. Les camions filent désormais vers Lomé, au Togo. À Cotonou, les entrepôts sont vides, les dockers au chômage, et les élites économiques s'arrachent les cheveux devant la chute des recettes et l'effondrement du commerce. Accepter de servir d'arrière-base, c'est sacrifier la prospérité de ses propres citoyens, c'est offrir la sécurité et la dignité nationale en monnaie d'échange sur l'autel d'un protectionnisme qui n'en est pas un. L'économie béninoise, loin de s'enrichir grâce à l'aide étrangère, s'enfonce dans une crise profonde, pendant que la jeunesse regarde, impuissante, les promesses de développement se dissoudre dans le bruit des bottes et l'angoisse quotidienne. Et tout cela pourquoi ? Pour satisfaire les exigences d'anciennes puissances qui, loin d'avoir quitté l'Afrique, ont simplement déplacé leurs pions. La présence de ces bases secrètes n'a rien à voir avec la protection du peuple béninois. Il s'agit d'une stratégie de siège, d'un encerclement économique et militaire savamment orchestré. Le Bénin n'est plus un partenaire commercial ou un voisin pacifique, mais un pion sacrifié dans une guerre par procuration, où chaque frontière militarisée scelle un peu plus la dépendance et la division.
Face à cette réalité, l'Alliance du Sahel ne reste pas les bras croisés. Sur le terrain comme dans les coulisses diplomatiques, elle s'organise pour contrer cette stratégie de l'ombre et reprendre l'initiative. Mais comment? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Le Bénin est-il prêt à payer le prix d'une guerre qu'il n'a pas choisie? La question, aujourd'hui, n'est plus simplement rhétorique. Sur la frontière sud du Burkina Faso, la tension est montée d'un cran jamais vu. Les unités d'élite, ces brigades d'intervention rapide, les BIR, ne sont plus un simple symbole de dissuasion. Elles sont désormais le bras armé d'une riposte sans ambiguïté. Exit les patrouilles de routine ou les postes frontaliers improvisés. Désormais, ce sont des convois entiers de soldats aguerris, bardés d'artillerie lourde, de systèmes de communication cryptés et d'équipements dernier cri, qui se déploient sur plus de 300 km de frontières communes avec le Bénin. Ce changement radical n'est pas anodin. Il est la réponse directe à la militarisation silencieuse menée de l'autre côté, dans l'ombre des bases secrètes et sous la supervision d'anciens partenaires extérieurs. À Cotonou, les dirigeants assurent agir pour la sécurité intérieure. Mais alors, pourquoi leurs stagiaires utilisent-ils les mêmes tactiques et le même matériel sophistiqué que ceux des cellules terroristes traquées depuis des années? Pourquoi reçoivent-ils un équipement de communication de pointe et des images satellites réservées, jusque-là, à des opérations spéciales étrangères? Derrière le discours officiel, la réalité s'impose, brutale. Le Bénin, lentement mais sûrement, glisse vers le rôle d'avant-poste d'une guerre qui n'est pas la sienne. Mais le Sahel n'est plus une cible passive. Grâce à de nouveaux partenaires stratégiques, la surveillance a changé d'échelle. Les drones survolent désormais les forêts frontalières, captant chaque mouvement, chaque livraison suspecte. L'imagerie thermique perce la canopée, rendant impossible toute dissimulation d'activité. Là où autrefois la peur venait du nord, c'est aujourd'hui le sud qui mobilise toute l'attention. Le message du président Traoré est limpide. Toute incursion, tout mouvement non autorisé sera traité sans délai. La frontière n'est plus une simple ligne sur une carte. Elle s'est métamorphosée en rempart, en bouclier vivant de la souveraineté nationale. Ce basculement impose une question existentielle au Bénin. Rester simple observateur ou choisir, de fait, un camp? Peut-il accepter de devenir la base arrière d'intérêts étrangers? À quel prix? L'histoire démontre que céder sa souveraineté, même au nom de la sécurité, revient à sacrifier son commerce, sa crédibilité régionale et, à terme, la sécurité même qu'on cherche à préserver. Devenir pion sur l'échiquier de puissances lointaines, c'est risquer l'isolement diplomatique, la perte de confiance des voisins et l'effritement progressif des liens économiques vitaux. Inversement, la souveraineté n'est plus un concept abstrait. Elle devient la seule voie vers la survie collective et la dignité retrouvée. Le Sahel prend l'initiative. L'effet de surprise, la connaissance du terrain, la solidarité régionale, ce sont autant d'atouts que la militarisation adverse n'a pas su anticiper. La riposte n'est pas seulement militaire, elle est aussi psychologique et politique. Montrer que l'Afrique de l'Ouest n'est plus le terrain de jeu des stratégies par procuration, c'est restaurer une crédibilité que beaucoup croyant perdue. Au final, la frontière militarisée, loin de diviser les peuples, rappelle à tous le prix du choix historique qui s'impose: céder ou se tenir debout. Mais il ne suffit pas de pointer les erreurs, il faut aussi tirer les leçons, pour tous les voisins, pour l'avenir de la région et pour l'Afrique tout entière. Comment éviter que demain, d'autres frontières en Afrique de l'Ouest ne subissent le même sort que celle entre le Burkina Faso et le Bénin? Voilà la question que tout citoyen lucide doit se poser aujourd'hui. Parce qu'au fond, la vraie leçon de cette crise, c'est que la souveraineté, la vraie, pas celle écrite sur le papier, se construit d'abord par le contrôle effectif de nos routes commerciales, de nos ressources et de nos propres frontières. Pendant trop longtemps, on a laissé croire que l'indépendance était acquise, que les anciennes puissances coloniales s'étaient retirées. Mais la réalité est bien différente. Leur présence se réinvente, moins visible, mais toujours aussi déterminée à préserver leurs intérêts, quitte à instrumentaliser nos voisins. Le Bénin, en acceptant d'être l'avant-poste de puissances étrangères, découvre aujourd'hui le prix de ce choix. Les ports se vident,
les routes se contournent et la confiance entre peuples voisins s'érode. Ce n'est pas seulement une question de sécurité, mais aussi de dignité et d'avenir économique pour la région entière. Refuser d'être le terrain de jeu des ambitions étrangères, c'est d'abord refuser d'être spectateur de notre propre histoire. Alors, comment faire? D'abord, par la vigilance collective. Les drones qui surveillent aujourd'hui notre frontière ne sont pas qu'un symbole de puissance militaire, mais la preuve qu'on n'attend plus de subir pour agir. La technologie, alliée à la solidarité régionale, devient un rempart contre la manipulation et la déstabilisation. Mais la technique seule ne suffit pas. Il faut surtout écouter les populations frontalières, renforcer les liens, bâtir des alliances sincères, refuser la division et la méfiance imposée de l'extérieur. Ignorer cette leçon, c'est ouvrir la porte à de nouveaux cycles de domination, à l'instabilité et à la misère programmée. C'est accepter que des intérêts lointains décident qui pourra commercer, qui pourra vivre en paix, qui devra courber l'échine. À l'inverse, choisir la solidarité, c'est remettre le destin du continent entre les mains de ses propres enfants. La militarisation radicale de la frontière n'est pas juste une réaction de circonstance, c'est un signal. Celui que désormais, l'Afrique entend ne plus subir les cartes dessinées par d'autres. Mais ce choix, il appartient à chaque génération de l'assumer ou de le trahir. Alors, quelle sera la réponse de votre génération face à ce choix de civilisation? La frontière du Sud est devenue un miroir tendu à toute l'Afrique. Ce qui se joue aujourd'hui entre le Burkina Faso et le Bénin dépasse largement ces deux nations. C'est toute l'histoire du continent qui se reflète dans ces routes bloquées, ces ports désertés, ces bases secrètes érigées sous couvert d'assistance et de coopération. Rester passif face à cette militarisation, c'est accepter de voir son avenir écrit par d'autres mains, en silence. C'est céder la place à ceux qui transforment nos voisins en avant-postes, nos marchés en champs de siège, nos frontières en barrières dressées, non pour protéger, mais pour diviser. En révélant les Benin Files, nous n'avons pas cherché à pointer du doigt pour accuser, mais à tendre ce miroir. À rappeler que la souveraineté ne se mendie pas, elle se conquiert, elle s'exerce chaque jour, dans la gestion de nos routes, de nos ports, de nos ressources et de nos alliances. Ibrahim Traoré l'a compris pour le Sahel. Tant que nous contrôlons notre commerce, notre or, notre eau, les armes de l'ancien ordre colonial, blocages et menaces, perdent leur pouvoir. La question qui se pose à chaque dirigeant, à chaque citoyen, est simple mais cruciale. De quel côté êtes-vous? De celui des peuples qui travaillent pour nourrir le continent, ou de celui des intérêts qui l'utilisent comme une simple ligne sur une carte stratégique? L'Afrique ne doit pas attendre l'autorisation de l'extérieur pour exister pleinement. Elle ne doit pas regarder ses voisins devenir des pions d'un jeu qui n'est pas le sien. Éveillons-nous, partageons ces vérités, construisons un récit commun, fondé sur les faits et non sur la peur ni la colère. La paix, la dignité et le développement ne sont pas des cadeaux. Ils se bâtissent ensemble, en refusant de laisser nos frontières devenir des armes pointées contre nous-mêmes. Le rideau se lève sur une nouvelle ère. L'Alliance du Sahel trace la ligne, non pour exclure, mais pour redéfinir les règles du jeu. Face à la montée des camps et des drones silencieux, la vigilance est plus que jamais notre rempart. Ne laissons pas cette histoire s'écrire sans nous. Faites entendre votre voix, diffusez la vérité, et rejoignez-nous pour continuer l'enquête.